les gens les coulisses du monde des jeux société avec le site internet Gamepark. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir le président de Gamepark, Romain Fromy. Bonjour Romain. Bonjour Thierry. Alors, on se connaît pas en fait. Je t'ai contacté au mois de mai parce que j'ai eu je sais pas, une espèce d'envie. Je voulais trouver quelques infos. Et puis j'ai pas trouvé grand chose en fait. T'as une petite interview, alors on va la mettre que t'as faite avec Tatiana d'Origame. C'est Et ça. sur internet, j'ai pas trouvé grand chose d'interview de toi. Oui, effectivement, c'est la seule interview. Il y a eu juste un petit article aussi des Meeple Reporters, mais voilà, on n'a pas pour l'instant fait beaucoup de communication parce qu'on est en train encore de construire beaucoup de choses fondamentalement techniques sur Game Park. Donc, en attendant d'avoir beaucoup plus de contenu, on ne fait pas énormément d'efforts sur la communication en attendant. Alors pour info, je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée, je ne gagne pas d'argent. Et c'est à ma demande que Romain a accepté très gentiment qu'on puisse échanger sur Game Park. On va commencer par le début. Alors, Romain Fromy, c'est qui? Alors, on a quelques infos. Alors attention, ce que j'ai fait comme un vrai journaliste, j'ai été enquêté sur internet. J'ai trouvé ton profil LinkedIn. Alors, on voit que tu as fait plein de choses. Donc là, c'est du en anglais. Et là, si on descend, on voit que tu as fait de C'est l'informatique ça. quand tu étais étudiant. En gros, tu as un profil de développeur. Oui, oui, bah voilà, complètement. J'ai fait une école d'ingénieur en informatique. C'est vraiment une voie toute tracée pour moi. J'avais des facilités importantes là-dessus. Et j'ai commencé à travailler ensuite en tant que développeur. Alors, j'ai fait effectivement des stages de fin d'études, hein, et j'ai commencé à travailler comme développeur d'abord à Annecy. Assez rapidement, ensuite, j'ai travaillé à Genève pour plein de clients différents, hein, Genève, Lausanne. J'ai travaillé par exemple pour Nespresso quelques années, What else? un an et demi, en tant que consultant, hein. Oui, c'est pas toi qui livrais les cafés. Et non, c'est pas moi qui livrais les cafés, je les buvais, mais voilà, c'était sur un projet de refonte de leur site e-commerce, hein. Après, j'ai travaillé pour une start-up dans le domaine de la justice qui n'a pas fonctionné, hein. J'ai été recruté par cette start-up Ok. après que j'ai travaillé pour eux en tant que consultant. Et du coup, j'ai eu la chance ici de construire le projet de zéro, de tout mettre en place, de former une équipe, de recruter. Donc, ça a été très, très formateur et très intéressant, hein. Le produit techniquement fonctionnait. Maintenant, c'est vrai que commercialement, il n'a pas trouvé son public. Ouais, ça arrive, hein. Donc voilà, cette expérience, elle a duré 3 ans. Elle m'a amené de la Suisse à Paris. C'est bien, ça s'améliore. Je parle du lieu. Suite à cette expérience, j'avais envie en fait de faire du développement, pas uniquement pour la technique, mais du développement pour quelque chose qui, au bout, m'intéressait vraiment. Et du coup, je me suis dit qu'avec l'expérience que j'avais accumulée, c'était le bon moment finalement d'essayer de travailler sur du jeu de société, parce que c'est aussi depuis très longtemps là une passion, hein. Je suis joueur régulier Ouais, depuis mon adolescence. Je faisais déjà partie d'un club à Nantes dans les années 2000 et quelques, 2004-2006, hein. tu viens de Nantes en fait? Oui, 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 je viens de Nantes, oui. Parce que bah, moi, alors moi, je suis de la région nantaise, donc c'est vrai que la Collinière et Clémenceau, ça me parlait un peu. Oui, oui. C'est pour ça que je dis que ça s'améliore, parce que t'es quand même parti, entre guillemets, à l'ennemi jusqu'en Suisse, là. T'es rendu à Paris, et puis bah, les bonnes nouvelles, c'est que t'es retourné dans la région nantaise, hein. Oui, j'ai effectivement pas mal bougé. Et j'étais donc dans la région nantaise pour mon lycée et ma prépa. Après, l'école d'ingénieur m'a envoyé à Bordeaux. Ensuite, les amours m'ont amené à Lyon, puis à Annecy. Ensuite, c'est un peu plus l'argent qui m'a amené à Genève, hein. Bah oui, oui. Puis ensuite, j'étais à Paris et là, pour des questions plutôt familiales, parce que j'ai eu un enfant il y a maintenant un an et demi, ben, on s'est rapproché de la famille et je suis maintenant à Nantes. Voilà, c'est bien. C'est pour ça que je disais que ça s'améliorait. Parce que alors là, fatalement, quand t'es à Nantes, c'est un aboutissement personnel quand même. Ça fera râler tous les gens dans les commentaires, mais on s'en fout. Et puis après, donc là, on va dire c'est ton travail, on va dire salarié, même si c'est de la start-up et tout ça, avec des conditions, on va dire, un peu spéciales, je pense, les Oui, start-up. oui, mais j'étais salarié effectivement et ensuite j'ai commencé à travailler comme, freelance. Je voulais laisser de côté les aspects techniques et plutôt me concentrer sur, bah, la finalité des projets, faire quelque chose qui me plaisait vraiment. Je suis mis en freelance et j'ai commencé à travailler comme Donc freelance. là, en fait, ouais, développeur freelance. Et puis après, donc là, ce qui est marqué, c'est que tu as décidé après de créer ta propre entreprise. Oui, c'est ça. Après, un petit peu moins d'un an, travailler effectivement comme ça, comme freelance. À la base, mon but, c'était plutôt de rejoindre Board Game Arena, D'accord. et j'aurais pu rejoindre Board Game Arena maintenant. Ils ont été rachetés quand déjà par Asmodée? C'était avant le covid et du coup, avant aussi le rachat par Asmodée. J'ai dit: «Je voulais laisser de côté finalement la technique pour faire quelque chose qui me plaisait vraiment», mais j'étais quand même assez frustré lorsque j'ai codé finalement,
les quelques jeux pour Board Game Arena parce que la technologie employée, elle date de la création de Board Game Arena, elle date de 2010. Et même si je voulais plus faire finalement une finalité qui me plaisait, c'est vrai que les aspects techniques restaient quand même importants pour moi, plus importants que ce que j'imaginais. Donc là, en fait, tu te retrouves à vouloir, si je reformule, à vouloir rejoindre Board Game Arena en étant un peu frustré de la partie technologie. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à travailler sur une nouvelle solution technique, un nouveau moteur technique pour coder des jeux de société qui s'appuie sur les technologies qui étaient disponibles du coup en 2019, mais qui ne l'étaient pas en 2010, hein. Ah oui, bah c'est pas une critique entre guillemets, c'est que Voilà. maintenant là il y a des, Il y avait on des appelle ça des possibilités frameworks. techniques différentes, voilà. Et la principale base de cette possibilité technique, c'était d'utiliser le même langage de programmation sur le serveur et sur le navigateur, la machine du joueur. Ok, mais ça c'était ce qui se passe actuellement sur Board Game Arena ou c'était ton objectif à toi? Et mon objectif, Ok. c'était des technologies, c'était des possibilités qui n'existaient pas en 2010 à la création de Board Game Arena, mais qui existaient ensuite en 2019, Ok. au moment où je travaillais comme freelance pour Board Game Arena, oui, tout à fait. Et donc, tu crées donc Game Park. Alors, je crée un nouveau moteur technique et je le propose à Board Game Arena Ouais. à ce moment-là, pour des raisons qui leur appartiennent. Ils ne souhaitaient pas du tout, chez Board Game Arena à ce moment-là, en tout cas, envisager des bouleversements techniques aussi importants. Oui, parce que là, il aurait fallu redévelopper tous les jeux. Non, c'était pas non Non? plus ça, c'était déjà pas envisageable. Il aurait fallu, ben, du coup, travailler dur pour pouvoir faire fonctionner 2 moteurs techniques en parallèle. Rien d'impossible, mais c'est quand même un travail qui est assez conséquent. Donc ils ont pas du tout souhaité s'engager dans cette voie-là. Ils ne croyaient pas non plus, à la nécessité de finalement, changer les technologies utilisées. Donc j'ai trouvé de ce côté-là, porte close. Malgré tout, ils auraient bien voulu travailler avec moi, mais à condition que je travaille sur, BGA en l'état. Alors, j'essaie de reformuler, tu me dis si mon parallèle est un peu bizarre. C'est comme dans les voitures où en fait tu as un moteur diesel, et puis en fait tu demandes de mettre le GPL là, tu sais, dans le coffre, etc. Et ça voudrait dire que Board Game Arena, actuellement, on va dire il est au diesel. Ton nouveau système, il était un moteur GPL, et ça les aurait obligés à avoir, quand tu fais le plein, à choisir entre guillemets, le bon carburant. Donc, sous-entendu, il aurait fallu continuer à faire fonctionner tous les anciens jeux avec l'ancien moteur, Oui. et en parallèle, pour les nouveaux jeux, utiliser entre guillemets le GPL de la voiture, ce qui fait que c'est beaucoup plus compliqué par contre, ce qui est vrai, à maintenir. C'est clairement un challenge de faire ça. Il y a rien d'infaisable, mais c'est du travail, hein. Donc ils ont pas du tout souhaité s'engager dans cette voie-là. Moi, de mon côté, j'étais, trop frustré dans le développement avec les technologies mises en place par Board Game Arena. Donc j'ai choisi l'option de créer, du coup, Game Park sur la base de ce, moteur technique, nouveau. Ok, donc là on est début 2019, et puis maintenant Game Park est en ligne. Moi j'ai connu Game Park parce qu'en fait il y avait une version, une espèce de version bêta où il y avait It's a Wonderful World, c'était pas encore un... Pas encore Game Park. Ouais, c'était pas vraiment encore Game Park. La société n'était pas créée effectivement à ce moment-là, tout à fait. Et c'est vrai que moi j'avais été bluffé par la qualité, et à m'en reparler aussi, avec les différences avec BGA, mais... Et c'est après que j'ai vu que ça s'est transformé... Oui, en fait, pour expliquer ce que j'ai fait comme approche, c'est que j'ai codé le nouveau moteur technique, j'ai choisi un jeu. hmm. J'ai choisi, It's a Wonderful World pour différentes raisons. Je pense que j'ai tout de suite pensé que c'était un jeu qui avait beaucoup de potentiel. C'est un jeu qui, se prêtait bien au jeu en ligne, qui se joue très bien à 2 joueurs, et ces qualités-là me semblaient importantes Oui. et aussi c'est un jeu, où j'espérais certains jeux, j'avais pas d'espoir, mais pour ce jeu-là, j'avais l'espoir de pouvoir l'obtenir finalement en licence à terme. Donc je l'ai codé au départ sans le mettre en ligne, hein, mais je l'ai codé dans une version de démonstration. Et ensuite, une fois que cette version de démonstration Ouais. fonctionnait, j'ai été voir les éditeurs du jeu, j'ai été voir la boîte de jeu et Ori Games. Voilà, j'aimerais créer un site de jeux de société en ligne. J'ai adapté It's a Wonderful World comme produit de démonstration. Est-ce que ça vous intéresse qu'on travaille ensemble? Et ça intéressait beaucoup en particulier Ori Games. Et donc c'est comme ça que de fil en aiguille, avec l'aide d'Ori Games, on a fondé Game Park. Alors justement, on va revenir un peu sur la fondation de Game Park. Il y a la partie technique, mais la partie administrative. Donc là, en fait, ça veut dire que c'est toi le président, c'est ça, de Game Park. Oui. Et dedans, tu as des gens qui ont
qui t'ont aidé à la Oui. création? Qui ont participé, qui m'ont aidé un petit peu administrativement et qui ont apporté un petit peu d'argent à la création du projet, donc ils sont actionnaires. OK. Est-ce que tu veux qu'on en parle un peu? Bien sûr, alors, du coup, il y a Igor et Guillaume de chez Ori Games, il y a Charles Amir, de chez Super Meeple. Il y a aussi un ami à moi, voilà, qui a participé et prochainement, on va faire rentrer sur le projet un nouveau développeur qui a beaucoup contribué à Game Park. Alors après la création de l'entreprise, hein, qui a contribué à Game Park en codant, plusieurs jeux. Ouais. Un développeur, voilà, très expérimenté et qui souhaite rejoindre le projet en tant qu'associé. Ah bah, c'est cool. Ça va dans le bon sens quand tu es en train de, en gros, de rajouter du monde dans les parts de l'entreprise, quoi. Oui et puis surtout, une capacité de travail parce que Game Park se développe, depuis, 3 ans à un rythme, assez lent parce que je suis tout seul à travailler dessus, hein. Oui. Maintenant, plus on est nombreux, plus ça peut avancer vite, mais pour être plus nombreux, ben, il faut soit partager, soit, avoir de l'argent pour embaucher du monde, ce qui n'est pas du tout le cas pour le moment. Bah oui, j'imagine bien. Si ça te va, on va commencer à regarder par rapport à, un peu par rapport à BGA. Donc BGA, ils ont un modèle économique qui a changé. Donc on en a parlé un petit peu quand ils sont fait racheter par Asmodée. Oui. Et que maintenant, soit on peut se connecter sur BGA et le faire gratuitement, on a accès à un paquet de jeux. Et autrement, il y a d'autres jeux qui sont estampillés avec comme étant en premium, je sais plus le terme qu'ils utilisent. Et là, par contre, l'argent est reversé entre guillemets à l'éditeur, aux auteurs, etc. et aux développeurs. Toi, ton modèle économique à Game Park, c'est pareil. Game Park, on a des comptes. On peut avoir le mien, toi, j'ai pas encore payé Game Park, c'est pas bien, hein. Je fais l'interview. Donc là, j'ai un compte normal qui est gratuit. Oui. Et par contre, on peut passer. Alors, comment t'appelles ça? C'est un système d'abonnement. Annuel, hein. D'abonnement annuel, tout à fait. Le principe sur Game Park est assez simple, c'est que, si tu veux jouer en mode compétitif, donc contre des adversaires aléatoires, tu peux y jouer gratuitement. Oui, ok. Cependant, pour certains jeux, certaines options, comme par exemple l'extension sur It's a Wonderful, il faudra au minimum qu'il y ait un abonné pour que la partie puisse se lancer avec cette option, même si c'est la préférence de tous les joueurs. Ok. Donc il peut y avoir du coup, une limitation sur certaines, options dans les jeux et ensuite il y a la partie amicale où là, tu choisis avec qui tu joues, c'est-à-dire que tu crées une table, tu invites tes amis et cetera et là, bah, pour moi, c'est comme si tu, avais acheté la boîte du jeu et que tu invitais des amis à y jouer autour d'une table. Donc là, il faut être abonné pour lancer la partie. Par contre, tu invites qui tu veux. Ok, c'est bien ça. Et là, ça veut dire qu'on te paye un abonnement annuel. Oui, Derrière, toi, ça veut dire que tu finances un peu Game Park avec, je suppose. oui, c'est le but. Alors à terme, j'aimerais bien pouvoir me verser un salaire, déjà. Voilà, j'imagine bien. Mais pour l'instant, ça paye effectivement toutes les charges de Game Park. Le serveur, Oui, voilà. Et derrière, il y a une partie de ce qui est reversé à l'éditeur du jeu. oui, tout à Quel fait. que soit le jeu, tous les jeux, dans tous les jeux Tous là. les jeux, je fais pas de différence. Il y a une Ok. partie qui est reversée à l'éditeur et une partie qui est reversée au développeur et le petit, twist sur Game Park, c'est que je vais reverser l'abonnement je vais regarder abonné par abonné. C'est-à-dire qu'un abonné, si dans le mois il a joué à un seul jeu, Ouais. Et ben tout l'argent entre guillemets de la part, elle est sur ce jeu-là, c'est ça. voilà, c'est ça. C'est ce que tu expliqué un petit peu, je crois, dans l'interview avec Tatiana Oui, d'Origame. oui, oui, c'est ça. Donc il y a vraiment, une répartition abonné par abonné. Donc si vous avez un jeu, une communauté fidèle qui ne joue qu'à votre jeu de toute façon, et qui sont abonnés, bah, voilà. Donc là, ça veut dire que l'argent, il retourne en partie à l'éditeur et au développeur, parce que bien sûr, il y a la part de Game Park qui est normale. Oui, Et après, c'est l'éditeur qui se débrouille pour reverser à l'auteur, l'illustrateur et tout ça. oui, tout à fait. Ça, c'est assez classique. C'est chacun son métier. Oui, c'est chaque éditeur pour le coup, a contractualisé, de cette façon avec, auteur, illustrateur et cetera. Alors, bah attends, on va y regarder, hein. Alors, votre profil. Donc là, mes dernières parties. Donc je joue beaucoup avec Morgane, hein, et puis il y a du monde. Ça veut dire que derrière, là, si on a fait 3 parties de Lucky Numbers et une de Prehistories, tu prends la part que j'aurais versée à Game Park et tu divises par jeu, c'est ça? Oui, alors c'est pas par partie jouée. Je vais répartir si effectivement un abonné joue à plusieurs jeux dans le mois, à ce moment-là, il va y avoir une répartition qui va être faite entre les différents jeux et cette répartition pour que ce soit, le plus juste possible, et bien je m'appuie sur le nombre de décisions prises dans la partie. De décision De prise. décision prise. En fait, une décision, c'est quand le joueur a un choix à faire et qu'il fait un choix. Donc c'est quand il joue un coup. Ok. Quand il joue un coup et ça permet, bah, d'avoir, quelque chose qui, s'approche, finalement du temps passé sur le jeu. Souvent, c'est assez proche, Ah oui, ok. mais plus tard, on va avoir, par exemple, le mode tour par tour et si j'ai un abonné qui ne joue qu'en mode tour par tour, je ne pourrais pas calculer le temps qu'il a passé sur chaque jeu. Ça pas c'est pas pareil que le temps réel. Pour avoir, du coup,
une clé de répartition qui soit fiable pour un abonné qui jouerait à plusieurs jeux dans le mois, ben, je m'appuie sur le nombre de coups joués. En gros, limite au clic. Donc voilà, limite au clic, mais c'est basé sur le moteur technique qui est derrière. C'est que, en fait, pour chaque partie, j'enregistre les coups qui ont été joués par chaque joueur et ces actions qui ont été prises par les joueurs, bah, c'est la base, pour compter le nombre de temps passé sur les jeux, finalement. En fait, si tu joues, 3 parties de Lucky Numbers, ça va même pas valoir une partie d'It's a Wonderful World, mais c'est normal, c'est un jeu qui est très rapide. Le nombre de décisions Oui. que tu prends dans la partie, c'est à peu près 20, alors que sur It's a Wonderful World, c'est beaucoup plus. Mais ça reflète assez bien le temps. Donc finalement, c'est proportionnel au temps passé sur le jeu. Ok. Et donc avec ça, mais c'est-à-dire que tu calcules là par exemple, si je fais 2 Lucky Number, 1 It's a Wonderful World, tu calcules que sur Wonderful World j'ai 200 décisions Lucky Number, on va dire que j'en ai 50 et 50, ça Oui, m'en fait 400, non, ça m'en fait 300 en tout. oui, Et tu divises mon abonnement, ma part d'abonnement, oui. en 3 parts. En 2 tiers, un tiers, À 300 et puis voilà, voilà, c'est ça. c'est ça. Donc ceux qui veulent soutenir un jeu, vous prenez votre abonnement payant, enfin que je le fasse ça moi, et puis après que jouez à votre jeu en fait. Comme ça l'argent il ira aussi à l'éditeur. Oui, ah, de toute façon, à partir du moment où un jeu vous plaît, que vous y jouez beaucoup, même si vous essayez d'autres jeux, ça fera un petit peu de revenus pour les autres jeux, mais ça fera surtout la plus grande partie des revenus pour le jeu auquel vous jouez. Oui, alors, on est en train de dériver, mais c'est pas grave, c'est très bien. Est-ce que tu veux communiquer sur le nombre de comptes qu'il y a? Est-ce que c'est public ou tu n'as pas envie d'en parler? Non, non, pas de souci. Alors, honnêtement, j'ai pas regardé les statistiques récemment, mais j'ai eu plus de 3000 joueurs différents qui ont joué sur Game Park, hein. Cool. Et ce, sans compter tous les joueurs qui viennent et qui testent les jeux en mode tutoriel sans forcément avoir besoin de s'inscrire ou de se connecter. Parce que sur Game Park, chaque jeu propose un tutoriel. Oui, c'est ce que là, si je fais, on va faire découvrir. Et là, en fait, en gros, je peux le laisser On peut apprendre à lui jouer apprendre à jouer là. par un Ouais. tutoriel, oui. Ça, c'est un outil qui est extrêmement précieux pour les éditeurs parce que c'est une autre façon d'apprendre les règles du jeu, immersif, puisque le tutoriel va guider le joueur sur ses premières décisions en lui expliquant les règles avant de le laisser libre de terminer la partie contre les robots, hein, qui sont pas très malins, mais C'est vraiment comme les tutoriels de jeux vidéo, hein. oui, c'est le Où ils but. t'apprennent les zones, ils t'apprennent c'est à quoi ça correspond cette partie-là. Bah là, on va le passer vite fait, mais là, on a bien le. Alors, je reprends ici en Low Forward parce que c'était, on va dire, c'est le jeu historique de Game Park, mais voilà, on est vraiment dans l'explication. L'explication pas à pas Alors là, j'ai pas lu, du donc il faut jeu et de sûrement que je choisisse l'interface une du jeu carte, aussi. je pense. Choisissez la carte Société Secrète. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est la qualité, moi. L'affichage, et puis quand tu. Voilà, t'as accès au visuel. Comment ça se passe avec les éditeurs? Oui, oui, bien sûr. Quand on ne développe pas de jeu sans avoir contractualisé, Bah oui, ce qui est normal. dans le contrat, l'éditeur. Alors, l'éditeur n'a pas grand-chose à faire, hein, on s'occupe de tout. Simplement, il doit nous fournir les visuels du jeu, les visuels de qualité. On ne travaille pas avec des cartes scannées, hein. Bah oui, j'imagine bien, voilà. Et puis là, après, vu que j'ai réussi enfin à trouver la carte, parce que je n'ai pas lu ce qui était marqué quand on parlait, et bah on a fait avancer le tutoriel, et puis voilà. Impeccable. Donc, revenons à ce qu'on disait tout à l'heure. Board Game Park, plutôt, on a une dizaine de jeux, à peu près. Oui, c'est ça. Et Board Game Arena, on en a une centaine. Oh, Ou oui. des centaines de jeux. Plusieurs centaines maintenant même. Ouais, ouais, plusieurs centaines, je pense. Effectivement, quand je me suis lancé sur Game Park, je savais que en termes de contenu, ben, j'allais finalement courir après la masse, hein. Donc, comme tu le montres, il y a beaucoup plus de contenu Voilà. aujourd'hui chez la concurrence. Mais il n'y a pas le même historique non plus, hein. Il y a pas le même historique puisque finalement, il y a 13 ans d'historique Ouais, c'est ça. versus un projet qui existe depuis 2 ans et qui a encore beaucoup de choses techniquement à monter ou du moins des fonctionnalités qui sont transverses aussi. Donc c'est pour cette raison que pour l'instant, on avance finalement, tranquillement. On va pas faire une communication de dingue aujourd'hui puisque on n'a pas encore tant de contenu que ça à proposer. D'ailleurs, l'année dernière sur Game Park, au niveau du contenu, ça a été plutôt, décevant, y compris pour moi, Ouais, d'accord. parce que le moteur technique que j'ai construit, il marche très bien, mais il fournit au développeur qui va coder le jeu une page blanche, en quelque sorte, d'un point de vue graphique. On Mhm. fournit évidemment les visuels du jeu, mais disons qu'on part de pas grand-chose. Bah, j'ai encadré plusieurs développeurs, y compris des débutants. Ça s'est au début bien passé, puis avec d'autres
d'autres développeurs, en particulier de l'année dernière, j'ai eu pas mal d'abandon de projets. Donc c'était un petit peu dommage, mais ça m'a permis de réfléchir sur, ben, de voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui est laborieux. Avec les 10 jeux qui ont été codés jusque-là, on a pu voir ben, qu'est-ce qui est répétitif, qu'est-ce qui revient à chaque fois finalement. Et sur la base de cette expérience-là, en fait, on est en train de finaliser des nouveaux outils qui viennent s'ajouter, hein. Ça vient pas remplacer le moteur que j'avais fait, mais finalement, c'est une grosse extension de ce qui avait été fait pour que les futurs jeux soient codés de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace et avec une expérience toujours excellente. Donc, BGA, ils ont un, on va dire un, comment appeler, moi j'appelais ça un framework, c'est un peu ça? Oui, Alors, oui, tu me oui, corriges, oui, hein, oui, voilà. un framework, Qui est en fait un espèce d'outil informatique qui évite par exemple de dire quand je fais ça, là j'ouvre la fenêtre. Ça veut dire qu'il faut que je lui donne la taille de la fenêtre, que je lui dise où est-ce que je mets le texte, n'importe quoi. Et là, en fait, tu as une procédure ou une fonction où tu mets juste en paramètre l'image, le texte, et puis lui, il te le met en automatique avec la bonne police, à la bonne taille, avec par exemple la gestion là de ce petit. C'est surtout bête qu'on fait dans le développement, mais ce genre de choses, c'est hyper compliqué à gérer quand on part de zéro parce qu'il faut lui dire, bah voilà, tu fais cette taille là. Par contre, s'il y a plus de texte, il faut que tu mettes un petit truc pour décaler oui, oui. le texte. Alors que là, en fait, quand ta procédure elle le gère, et bah le petit ascenseur est intégré déjà, et toi il n'y a plus qu'à mettre le texte en paramètre. Donc ça c'est ce qu'on va appeler le framework en bon français, je sais pas le terme français mais bon, ou donc qui date de l'époque de la création de BGA. Et donc ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est que ton framework à toi, il part d'une version avec des outils de développement qui sont beaucoup plus récents. Et j'ai vu Oui. sur ton Facebook, bah le tien, celui de Game Park, en préparant l'interview, j'ai vu que tu as fait une présentation en anglais de justement ton moteur. Alors ceux qui veulent de la technique, parce que là en fait j'ai regardé vite fait, alors outre que c'est en anglais et c'est pas ma langue maternelle, mais I am the founder of Game Park, which is pour le coup, il s'agit vraiment de présenter le code. Alors aujourd'hui, cette vidéo, pour être tout à fait honnête, elle doit être obsolète maintenant. elle est plus d'actualité parce Ouais, que je l'ai faite avant qu'on enrichisse le moteur et aujourd'hui, pour coder la même chose, ça va être beaucoup plus simple et c'est plus beaucoup plus simple. rapide. Voilà, c'est ça en fait. Ce que tu expliquais, c'est que là, tu expliques les grandes lignes du développement. Oui. Mais là, à partir de zéro, c'est-à-dire entre guillemets, comme tu disais, à vide, t'as quasiment rien. Et maintenant, tu proposes des modules en plus. Pour vulgariser, le moteur de GamePark que j'ai créé au départ, il s'occupe de toutes les problématiques d'ordre technique. C'est-à-dire qu'un développeur n'a pas à se soucier de sauvegarder la partie dans la base de données. Il n'a pas à se soucier de comment les données vont être échangées entre les joueurs et le serveur. Toutes ces problématiques-là, elles vont être résolues. Il y a aussi des outils qui permettent de simplifier la sécurisation de l'information, comment on cache Donc les ça, c'est la cartes base. qui sont dans la main d'un joueur, etc. Toute cette base technique, elle était déjà prise en charge. Par contre, côté interface graphique, on va dire qu'il y avait quelques composants graphiques qu'on pouvait réutiliser, mais il y avait tout à faire quand même. Il y avait tout à faire quand il fallait faire une carte, il fallait dire, bah voilà, ma carte, elle va ressembler à ci, à ça, mon composant, il est comme ci, comme ça. Et pour gagner du temps, maintenant, on a choisi un modèle où on a les composants qui sont, on va dire, décrits. On va décrire nos composants matériels, on va décrire les emplacements que ces composants peuvent prendre, et quand on va écrire les règles du jeu, on va décrire quel joueur peut déplacer quoi, où et quand. Et à partir de là, on va avoir plein de choses qui vont se faire automatiquement. Comme par exemple un petit effet, un joli petit effet qui montre que la carte est sélectionnable. Tout le drag and drop va être disponible automatiquement. Si j'ai une carte qui peut aller d'un point A à un point B, j'ai le droit de la déplacer. Automatiquement, la carte, elle devient draggable et à l'emplacement de sa destination, j'ai le droit de la poser. Donc tout Mhm. ça, on ne l'avait pas avant et maintenant on va l'avoir. Donc on va gagner, j'estime à la louche qu'on va diviser le temps de développement des jeux à peu près par 3. Ah oui, quand même. Oui, c'est vraiment pas négligeable. Donc, Ah non. c'est grâce à l'expérience qu'on a acquise sur les 10 premiers jeux qui ont été codés et ceux qui n'ont pas abouti d'ailleurs aussi, qu'on a pu imaginer cette nouvelle solution, hein. Je parle au pluriel parce que j'ai été aidé et je suis aidé par le développeur qui va nous rejoindre comme associé, hein. Et finalement, toute cette nouvelle expérience de développement, ben, elle est basée sur l'expérience des 10 premiers jeux et elle va permettre d'accélérer et de produire beaucoup plus de contenu beaucoup plus rapidement ensuite. Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que
j'ai l'impression, alors tu me dis, hein, que t'aurais pu très bien aller très vite à faire plein de jeux, pas très vite avec tous les guillemets, hein, alors que là j'ai plus l'impression que tu essayes de te faire une très bonne base de développement pour ensuite aller vite. C'est-à-dire j'ai l'impression que tu es en mode Oui, je mets tous les outils et comme tu dis, quand les jeux s'arrêtent, c'est soit le développeur il a vraiment plus de temps, soit il s'est arrêté parce que c'était trop fastidieux oui, c'est à ça. faire. Et C'était donc trop c'est ce que fastidieux. t'expliques, c'est que là tu te dis bah cette partie-là en fait il a lâché à la 10e carte, il en a 150 à faire. Il faut qu'on trouve un moyen que les 10 cartes soient faites Bah, en plus vite, réalité, etc. quoi. c'est plus, là où ça pouvait coincer, c'était plus derrière quand il fallait commencer à animer le matériel à l'écran, parce que là, ça pouvait commencer à être du code qui était parfois technique et complexe à écrire pour faire des jolies animations, par exemple. Or là, avec le nouvel outil, on rend ça beaucoup plus simple. Pareil, quand il fallait faire le tutoriel, ben, disons que la mise en place, de le 1er outil qu'on avait fait pour les tutoriels, il fournissait pas grand-chose comme aide et on va faire un outil qui permet de scénariser beaucoup plus facilement un tutoriel. Donc tous ces outils supplémentaires, c'est du temps. Donc ça veut dire que le projet en termes d'impression, on a l'impression qu'il ralentit, mais il ralentit pour mieux accélérer ensuite. Oui, bah, c'est ça, c'est ce que je sentais. J'ai vu aussi, alors j'ai dû te choper un lien quelque part, que t'étais sur GitHub. Oui, tout à fait, oui, oui, on travaille Est-ce sur que tu GitHub. veux qu'on en parle un peu? Oui, si tu le souhaites, bah, c'est assez intéressant d'ailleurs, sur GitHub, il y a de nombreux projets qui sont open source. Oui, alors c'est ça que je trouve intéressant, c'est que en gros le source est accessible. Une partie du source est accessible, Ah effectivement. oui, j'imagine bien. Et donc là, on a bien en gros alors pour ceux qui connaissent pas GitHub, alors moi je suis pas spécialiste, hein, donc tu me reprends. En fait, là, tu as ton mode, on va dire c'est la source. Oui, oui, bah, ça, c'est l'espace, qui appartient à la société Gamepark Voilà. et sur cet espace, il y a des projets. Tu as en gros un dossier, alors, Un projet par un jeu. projet par jeu. Et puis après, donc si on continue, tu sais pas prendre Issue Forward parce qu'on n'est pas payé par la boîte de jeu, tiens, prendre Gorinto pour faire plaisir à Super Meeple. Et donc là, en fait, on a des sources, des packages, etc. Alors justement, est-ce que tu veux qu'on parle un peu pour les éventuelles personnes qui connaîtraient un peu les outils que tu utilises, on va dire le langage, juste pour les citer. Oui, assez rapidement, or, Ouais, j'ai pas expliqué, enfin si, j'ai dit la technologie qu'on utilise aujourd'hui, c'est une technologie qui nous permet d'avoir le même langage de programmation côté voilà. serveur et côté client. Et donc là, on utilise du JavaScript, ou plus précisément, on utilise TypeScript. Ok. Côté serveur, du coup, c'est un serveur, ça s'appelle Node.js, ça permet de faire tourner du Ouais, ça il est JavaScript connu. sur un serveur. Ça n'existait pas en 2010. Et côté client, on utilise l'outil React bah, pour faire toutes les expériences utilisateurs côté client, toute la partie affichage finalement du jeu, des jeux, du site internet aussi. Tout ça, c'est fait avec React. Ok. Donc là, par exemple, Node.js, c'est ce qui est. Donc, il y a une petite page Wikipédia. Hein, c'est un outil justement qui explique, qui permet du JavaScript côté serveur. Oui. Alors maintenant, pourquoi c'est quelque chose de très très utile pour coder des jeux de société, d'avoir le même langage côté serveur et côté client? Parce que quand Ouais. on va coder les règles du jeu, le serveur, il a besoin de contrôler que les joueurs respectent les règles du jeu Ouais. et de n'envoyer que l'information autorisée aux joueurs, hein. Il ne faut pas révéler les cartes des autres joueurs, y compris techniquement, hein. Donc le serveur, il a Mhm. cette responsabilité-là. Donc il n'y a pas le choix, il faut qu'il connaisse les règles du jeu. Maintenant, le client, Ouais. si on veut fournir une bonne expérience au joueur, eh bien, plutôt que de lui proposer de cliquer sur les éléments, d'essayer et qu'ensuite, si c'est pas autorisé, on a une erreur pour dire bah non, t'as pas le droit de faire ça. Le serveur qui envoie une erreur qui dit ce coup-là n'est pas autorisé, bah, il vaut mieux que l'interface anticipe tout ce qui est autorisé et propose directement d'interagir avec les éléments avec lesquels on a le droit d'interagir, de mettre en surbrillance les éléments avec lesquels on a le droit d'interagir, donc de guider, de vraiment prendre par la main le joueur pour lui dire, bah là, c'est à toi de jouer, tu peux faire ci, tu peux faire ça et pas autre chose. Et pour faire ça, c'est assez simple, hein, il faut que le client, le navigateur du joueur ait accès aussi aux règles du jeu. Et si on n'a pas le même langage, bah, on code deux fois les règles. Ok. Donc là, par exemple, ouais, alors je sais pas si c'est l'exemple, j'essaie de prendre le tutoriel, mais ça se trouve, c'est pas une bonne idée. Mais il y a des moments, c'est vrai que le jeu, en gros, va te griser. Alors, on va y essayer d'y aller, mais. Ouais, il te grise. Je sais que par exemple sur It's All Forward, en fait, tu as tes cubes qui apparaissent. Mais quand tu cliques sur la carte, tu les vois en fait en surbrillance, les cubes gris, si tu as les cubes gris à poser. Et c'est-à-dire que ça empêche de prendre un cube gris et de le poser sur le cube noir pour qu'il dise non, c'est pas possible, c'est pas la bonne couleur. Voilà, ce genre de fonctionnalité. Typiquement, ça nous permet de faire tout ça et ça va nous offrir facilement une expérience qu'on propose à l'utilisateur qui est beaucoup plus guidante,
beaucoup plus intuitive. Oui, c'est ça. Et ce, pour un moindre effort parce que j'ai un seul langage, donc je ne code qu'une seule fois les règles du jeu et je débloque, grâce à ce code-là, plein de bénéfices automatiques quand je code l'interface ensuite du jeu. Totalement, je n'écoute pas ce que je t'écoute et je ne sais pas ce qu'il faut faire, ça va être celui-là. Je lis pas ce qu'il y a à l'écran, c'est pas bien. Donc là, t'as ton... on va le laisser tourner le tutoriel, hein, on l'a pas perdu. Et en fait, là, on a accès, entre guillemets, pour ceux qui veulent aller regarder un peu, à quand même pas mal de choses. Ah, il y a le code de, bah, de pas mal de jeux. Tous les jeux. Alors quand on veut garder le développement secret entre guillemets, hein, pour l'effet de surprise, on va cacher le code du jeu quand il est en cours de développement, mais ensuite ça nous sert d'exemple, c'est-à-dire que les autres développeurs, ils peuvent aller puiser dans les jeux qui ont été déjà faits pour voir, ah oui, ça a été fait comme ci, comme ça, et c'est quand même super pratique. Néanmoins, tous ces jeux-là, ils ont été codés avec la version du moteur un petit peu brute. Donc ça veut dire que si moi je me mettais à développer, alors, vu que mon niveau de développement je vais pas m'y mettre, mais là je pourrais m'inspirer des jeux existants, mais là j'aurais pas les dernières évolutions de Game Park. Oui, en réalité, on va proposer aux développeurs de s'inspirer du premier jeu qu'on sort là dans quelques jours sur le nouveau moteur. Donc, tu peux avoir l'annonce en avant-première, hein. On va sortir le jeu Expédition qui sort chez Super Meeple. Et on a utilisé ce jeu-là pour concevoir finalement notre nouveau moteur technique. Donc, le développement du jeu a pris du temps, mais en réalité, on a peu codé côté jeu, on a beaucoup codé à côté framework Game Park et on va s'appuyer sur le code de ce premier jeu-là pour présenter aux nouveaux développeurs comment ils vont faire pour coder les futurs jeux. On va aussi bientôt documenter. On n'avait aujourd'hui pas de documentation en ligne sur le moteur Game Park. Il y a une bonne raison à ça, hein, c'est que avant de prendre beaucoup de temps à documenter quelque chose, je voulais m'assurer que cette façon de faire, elle était pérenne Viable? et Ouais. viable. En l'occurrence, je me suis rendu compte qu'il y avait encore des progrès à faire pour que ce soit viable. Et donc là, on a quelque chose qui va devenir vraiment mature pour le développement des jeux. Et donc, à la fin de l'année et l'année prochaine, on va accélérer, c'est-à-dire qu'on va de nouveau contacter les éditeurs, de nouveau contacter les développeurs pour accélérer, coder beaucoup plus de jeux. Donc là, justement, parce que tu m'as envoyé le lien il y a hier, je crois, ou avant-hier. Oui. Ah, j'ai gagné un bip. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bip? Ah oui, c'est pour me dire que ça a bougé. C'est le jeu qui a dû lancer le bip. Alors, fin du draft. Alors, je vais essayer de voir si on a les zones pour... Voilà. Là, typiquement, en fait, je peux pas... Il y a plein de trucs que je peux pas faire, qui est fait exprès. Oui. C'est ce qu'on disait justement. Sachant que l'expérience que tu vois là sur It's a Wonderful World, avec le recul que j'ai maintenant de 3 ans de développement, elle est déjà très jolie, etc. Mais on fait mieux maintenant. On fait mieux. Oui, Parce que là, par exemple, tu peux déplacer les 7 cartes qui sont dans ta main, mais tu n'as oui, pas d'indication que tu peux les déplacer. ouais. Donc, il y a plein de petites améliorations en termes d'expérience qu'on a apportées et tous les futurs jeux qu'on va coder, ils seront, on va dire, encore plus ergonomiques que ce qui a été fait au Alors départ. justement, tu m'avais envoyé le lien. Elle est même pas en bêta encore, Expédition. Oui, elle est en bêta cachée, ça signifie que le jeu n'est pas visible sur la page d'accueil, hein. Voilà. Je me suis dit, c'est petit. Et c'est Morgane qui m'a dit, bah, utilise ta molette de la souris. Et oui, bah ça marche mieux en fait. On voit un peu mieux. Oui, c'est un jeu qui a un plateau très grand, très large. Voilà. Et c'est typiquement le genre de jeux qui sont un vrai challenge pour être jouable sur un téléphone. Et Est-ce que là, moi, je suis sur ordinateur? oui, Ouais. c'est déjà petit sur ordinateur, mais en fait, cette expérience et le zoom que tu vois là, bah, c'est typiquement quelque chose qu'on va pas avoir à faire pour chaque jeu. Ça a été intégré une fois pour toutes. Tous les jeux vont disposer d'une table sur laquelle on peut zoomer. Voilà. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que le zoom, il se. Alors, moi, je trouve ça hyper agréable, c'est il marche pour tout. Dans l'absolu, je peux presque lire le. Si j'arriverais presque là, à lire le texte sans zoomer sur la carte, entre guillemets. Oui. Sans cliquer sur la carte. Donc, c'est un vrai zoom, comme si tu rapprochais ta tête de ton plateau de jeu. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, quand on code le matériel du jeu, là, quand on a décrit le matériel du jeu, en fait, on a codé les vraies dimensions de chaque élément en centimètres. Comme ça, ton moteur, en fait, il te les remet à la bonne taille, c'est ça? Oui, et surtout, les éléments, ils ont forcément les bonnes proportions. C'est-à-dire que l'expérience que on voit là du jeu, la taille des flèches, la taille Ouais. des cartes, la taille du plateau, les proportions sont exactement les mêmes que pour le jeu physique. Et ça, c'était aussi dans ton premier moteur ou ça, c'est dans le deuxième? Dans le Bah, j'appelle deuxième. ça le deuxième moteur. Oui. Ok. Dans le premier moteur, on pouvait le faire, mais c'était plus de Oui, boulot. Alors que fallait là, tout faire à la main, quoi, entre ça guillemets. vient tout seul, en fait. On décrit la taille du matériel, on décrit le matériel, sa taille en centimètres, et derrière, ça s'affiche comme ça, quoi. J'ai pas à m'occuper, par exemple, que une flèche fait peut-être
la largeur d'une carte. Voilà, tu as juste À besoin vérifier les de dire, proportions. De dire que elle la fait carte elle a fait fait 3 combi centimètres de large oui. et la flèche aussi, ou 2,5. Et parce que là, on voit en fait les flèches. Alors, on a l'impression que c'est mal fait, entre guillemets, parce que ça déborde là. Et puis là, il y a de la marge. Mais non, c'est comme ça dans le vrai jeu. C'est comme C'est-à-dire que ça c'est sur des la éléments en table. plastique qu'on pose voilà. Et qu'en fait, tes flèches là sont toutes à la même taille. Oui, elles sont toutes à la même taille. C'est vraiment un élément matériel, qui ne bouge pas, hein. On ne transforme pas le matériel comme on ça c'est pour se rapprocher le plus possible de l'expérience qu'on aurait autour d'une table. Bah, moi, on a fait la partie. Alors, on a eu de la chance, on a fait en égalité. Je sais pas. Oui, incroyable. Alors pour faire égalité, il Ouais, faut avoir le même nombre de points et le même nombre de tickets à la fin. Parce que il y a quand même une ouais. condition pour départager. Mais C'est je me suis fait bien avoir joué. sur l'interface, c'était de ma faute. Parce qu'en fait, j'étais parti que les violets là, c'était ses trucs à elle, donc j'évitais d'y Ah aller. oui. Et en milieu de la partie, il m'a dit non, non, ça c'est les trucs communs. Oui, alors Et ouais, bah comme un idiot, voilà. c'est normal, on n'a pas encore le tutoriel sur le jeu, hein, c'est pour ça aussi Voilà. qu'il est encore en bêta. Maintenant, si tu cliques maintenant, même sans tutoriel, on essaye de fournir une expérience de jeu la plus intuitive possible. Donc si tu cliques sur le lieu, c'est quand même écrit: «Ce lieu est un objectif commun à tous les joueurs». Voilà. Bah oui, en fait, bah, c'était pour ma pomme, hein, j'avais rien à dire, hein. Malgré tout, c'est pour ça aussi qu'on fait des tutoriels, c'est parce que, bah, OK, on a choisi cette couleur violette. Alors ça, ça, c'est pas l'expérience du jeu autour d'une table. Tes objectifs à toi sont cerclés de ta couleur et Oui. Alors les attends, bah, on objectifs les des voit autres, plus, tu ne mais les connais pas parce que c'est les cartes qui sont voilà. cachées dans sa main. Donc on va pas te les montrer puisque, par nature, ils sont inconnus, hein, et même si tu voulais hacker le site, techniquement, tu ne pourrais pas les connaître, hein, c'est sécurisé l'information. Et les objectifs communs, bah, on a choisi cette couleur violette. C'est une couleur qui n'appartenait à aucun joueur, qui se voyait bien sur le plateau. Ici, on enrichit l'expérience quand même par rapport à l'expérience sur une table. Sur une table, il faut regarder les cartes une par une, il faut se faire une cartographie mentale de leur position. Ouais, c'est ça en fait. C'est une expérience qui est très bien pour le jeu en physique. C'est pas forcément l'expérience pour le coup la plus optimale sur un jeu numérique où on peut fournir finalement des outils un petit peu d'assistance et de guidage pour que les joueurs se concentrent plus sur l'aspect stratégique plutôt que sur je dois prendre du temps à faire un mapping mental en me disant ah oui ce lieu-là c'est ici, ce lieu-là c'est là. C'est une expérience du coup qui est différente. Sur ce jeu-là, ça s'y prête très bien. Donc, on a quand même le marquage des objectifs, simplifié. Oui, parce qu'en fait, dans le jeu original, le but c'est il y a 3 expéditions, c'est-à-dire on les voit avec les 3 flèches de couleur. Oui. Et derrière, si moi mon objectif c'est d'aller à Terre-Neuve, donc je l'ai dans mes cartes à moi là qui sont bah, que pour moi visibles justement, il faut qu'au moment où je pose ma flèche, je dise j'ai Terre-Neuve, donc je marque un point. Voilà, c'est ça. Il y a 80 cartes dans le jeu. Ça correspond aux 80 points verts qu'on voit sur la carte. Ce sont des lieux à visiter pour marquer des points. Il y a des cartes en main qui sont les objectifs privés, personnels. N'importe quelle expédition, dès qu'elle arrive dans un lieu qui était ton objectif, eh ben, ça te fait le point en fait. Et les objectifs communs, c'est si toi tu amènes une expédition à ce lieu-là, tu marques le point. Et donc justement dans le vrai jeu, c'est pareil pour les objectifs communs qui sont des cartes qui sont là, qui permettent d'avoir des points aussi quand tu les rallies. Et dans le vrai jeu, bah en fait si tu là par exemple, bah tiens on va prendre celui-là plutôt. Donc là en fait on est pour aller à Tombouctou, ça veut dire que la carte elle est sortie. Si jamais je pose la flèche mais je ne demande pas la carte, je marque pas le point Oui, parce qu'en fait je l'ai pas vu. Et oui. donc là ce que tu disais c'est qu'on aide. Et pareil, c'est un jeu en ligne, comme tu dis, l'expérience est jamais la même. Non, l'expérience c'est pas la même. C'est vrai que dans le jeu de plateau, si une expédition va quelque part et que oublies de réclamer Voilà. l'objectif commun ou même l'objectif de ta main, Oui. eh ben tant pis pour toi. Mais ça, Alors que là, c'est en c'est plus une automatique. expérience, c'est plus une règle un petit peu obligatoire parce que on peut pas savoir a posteriori si cet objectif était déjà sorti ou pas, si c'est déjà passé plusieurs tours. Oui. C'est pour ça qu'entre guillemets, c'est trop tard, mais c'est, uniquement frustrant pour les joueurs quand ça se produit. Il y a pas de plaisir, il y a que de la frustration quand ça se produit, hein. Mm, mm. Il ne faut pas se le cacher. Là pour finir, du coup, c'est la récolte des objectifs, elle est obligatoire. Les joueurs n'ont pas à réclamer, les objectifs, elle est automatique, hein, voilà. Oui, bah ça c'était là en fait les cartes elles sont là dans l'interface si je me Oui, rappelle la et main de puis en carte fait est elles ont là et elles basculé en vont automatique automatiquement dans la zone sur la droite. des Ouais. cartes Les révélées. cartes réussies. Oui. On est d'accord que avant de commencer ce que tu me dis, tu contactes l'éditeur. Oui, Donc là c'est Super Meeple. oui, Tu leur dis on va développer. Donc en gros vous signez un papier, un contrat
d'adaptation. Derrière, il y a l'histoire des sous et tout ça, mais ça on en a parlé. Par contre, ça veut dire qu'ils vont te donner, eux, les éléments de jeu, donc en fait les fichiers vidéo, Les images, hein, qui sont globalement les fichiers qu'ils envoient aux imprimeurs, hein. voilà. Et par contre, le choix là, justement, de dire je vais, entre guillemets, changer la règle. Parce que la règle, c'est tu mets ta flèche, mais tu oublies d'en demander, t'as pas le point. Oui. Ça veut dire que tu as une discussion avec chaque éditeur pour dire jusqu'où on va, ou tu suggères comment ça se passe. En fait, ça dépend de chaque éditeur. Certains éditeurs vont Ouais, en amont dire: «Ah, ce serait bien qu'on fasse ceci, cela» mais la plupart du temps, les éditeurs, ils sont très occupés, hein. La plupart du temps, c'est nous oui, bah oui. qui prenons des initiatives. Avant de sortir le jeu, on fait une partie de test avec l'éditeur, l'auteur, enfin voilà, ceux qui veulent, tester le jeu et on ajuste ensuite. Ouais. D'ailleurs, là, on avait fait certaines choses, alors, et l'éditeur nous a proposé de rajouter des choses supplémentaires. On a fait avec Morgan, on a fait beaucoup et avancer l'expédition rouge, et je suppose que j'ai pas lu toutes les règles, mais je suppose que quand il n'y a plus de flèche rouge, il n'y a plus de flèche rouge, quoi, hein. Voilà, c'est ça. Et alors, par contre, un point qui est très intéressant là, tu vois la pile de flèches jaunes, il y a Oui. 20 flèches jaunes en vrac. En réalité, il y a 31 flèches jaunes en stock, hein. Pour ne pas causer des problèmes de Surcharger le visuel. performance, on en affiche qu'un maximum de 20 en réalité, Ouais. un choix. Mais par contre, quand la pile commence à diminuer, typiquement là, les flèches rouges, on voit les flèches disparaître une par une. Oui, on est d'accord. Et ça participe aussi à la qualité de l'expérience parce qu'on a vraiment l'impression alors quand c'est un gros tas, au-delà de 20, on n'arrive pas à les compter de toute façon donc Oui, ça va pas changer grand-chose d'en afficher plus et on fait la même chose avec le deck de cartes là où on a 20 cartes. Mais si tu cliques, oui. là, il y a 20 cartes affichées, hein, d'un point de vue purement technique. Mais en réalité, il y a 46, cartes dans Ouais, la pioche. ouais. Donc même principe, hein, on évite de surcharger, et de causer des problèmes de performance. Les petites flèches là, si je suis développeur, je suis obligé de dire que ces flèches là valent, ou en fait c'est dans ton nouveau composant, je mets affiche-moi un tas de 20 flèches. Affiche-moi un tas de 20 flèches et Ouais. automatiquement, il va y avoir, tu peux préciser la dispersion et si tu veux qu'il y ait une rotation ou pas de rotation et automatiquement, Il te fait un truc il te fait aléatoire un quoi. truc aléatoire. Ça veut dire que si je relance une partie de Game Park, mes flèches seront pas pareilles. Si tu rafraîchis ton écran, les flèches sont pas pareilles. Attention, hein, je le fais, hein. Fais-le. T'as pas peur, hein. Donc là, j'ai rechargé l'écran. Ah bah oui, bah t'as de la chance, ça se passe bien. On voit bien que là, ça a complètement Et changé. donc c'est typiquement, une fonction qui est très pratique pour les développeurs parce que, ben, ils ont juste besoin de dire: «Là, je veux Oui, un c'est tas». des soucis en moins, quoi. Oui, c'est des Oui, c'est soucis. ça. C'est quand même un petit peu complexe, hein, ces histoires de dispersion et de rotation. Oui, alors en fait, le moteur en lui-même d'affichage de tas, entre guillemets, je sais pas comment il s'appelle, mais Oui. techniquement, mais ton affiche tas, il y a du contenu derrière, il y a du savoir. Bah, il y a des formules mathématiques et il y a du il y a voilà, il y a de la technique derrière et on n'avait pas envie de le faire à chaque jeu. Et donc ça, ce qui est typiquement, c'est ce qu'il y avait dans la première version du jeu, du Oui, moteur. dans la première version du moteur, c'était pas fourni, donc tu devais, pour chaque jeu, «refaire» entre guillemets ce genre de choses, si tu avais ce besoin-là. Donc, ce qui veut dire que globalement, le développeur, il s'embêtait pas, il faisait un visuel du tas de flèches, et puis il le faisait qu'une fois. Alors là, qu'on voit bien qu'en ayant rechargé le jeu, on voit bien que le tas est totalement Bah, différent. le développeur, soit il devait, faire le travail technique, soit, il faisait pas de taf, tout simplement parce que c'était, complexe ou et par contre Et puis ça portait pas grand-chose, quoi. bah, oui, et puis c'est quelque chose qui est long à coder et qui Oui. va, finalement ça apporte quand même de la qualité, mais ça ne change pas au fait que le jeu soit jouable ou pas. Et du coup, maintenant, on peut le faire très rapidement, très facilement et ça, c'est valable pour tout. La main de carte, par exemple. Là, tu n'as pas de main de carte parce Ouais. que c'est la partie est terminée, mais une main de carte disposée en éventail et bah, pareil, ça, c'est fourni. Oui, t'as pas à dire la première carte, elle est à 10 degrés d'orientation à gauche, la Non. deuxième à 15. Si moi je développe un jeu et qu'en fait je dis, entre guillemets, utilise la fonction de main de carte de 5, il va me répartir de façon uniforme les 5 cartes visuellement. Et si j'utilise, pour une raison X ou Y, j'en pioche 4 de plus, et ben en fait il va m'afficher les 11 de façon uniforme. Non, les 9, parce que j'avais dit 5. Il va t'afficher effectivement les cartes de façon toujours harmonieuse. Oui, Ouais, automatiquement. et donc t'as pas justement à chaque jeu à dire bah, en fait c'est 5 degrés par carte d'orientation, l'autre ça va être 7, etc. Non, Ouais, donc j'imagine bien que là en temps de développement c'est le jour et la nuit là. oui, c'est des gains de temps énormes. Pareil pour afficher des decks, pareil pour afficher, bah, toutes sortes d'affichages que tu peux vouloir faire. Ça c'est pris en charge par le framework et toi, tu n'as plus qu'à paramétrer. Par exemple, si tu veux une main de carte, tu dis où elle sera et tu vas dire, quel est, l'écartement maximum entre les cartes tout à droite et tout à gauche et ensuite il s'occupe du reste. Oui. Ouais, comme là pour pouvoir les voir ou pas les parce qu'on voit par exemple que en haut elles sont toutes resserrées Oui. parce que c'est pas les miennes, mais on les voit quand même entre guillemets, Oui et alors que les miennes faut savoir que ce jeu, on elles peut sont jouer plus étalées. jusqu'à 6.
Donc forcément les composants des autres joueurs et il y a qu'une petite, place disponible Ils prennent de la quand place. on joue à Bah 6. oui. Quand ouais et on peut être spectateur d'une partie à 6 joueurs. Donc il peut y avoir 6 joueurs qui sont sur le côté là avec tous leurs composants, matériels. Ouais, ouais. Oui. J'ai oublié de dire, mais Game Park multilangue et c'est quoi, c'est russe? Oui, c'est russe. Alors pour l'histoire, pourquoi on a l'allemand et le russe? En réalité, c'est parce que l'éditeur local du jeu It's a Wonderful World, l'éditeur allemand et donc Ouais. l'éditeur russe de It's a Wonderful World, se sont proposés, de traduire le site et It's a Wonderful World dans leur langue. Donc, il y a déjà de Ah, ça génial. un moment, hein et donc on avance en fait sur les langues petit à petit en fonction des opportunités qu'on a. N'importe qui peut contribuer, aux traductions. Maintenant, pour le moment, c'est beaucoup, les éditeurs qui le font. Alors nous, de base, on fait toujours l'anglais et le français, par contre. D'accord. Et quand tu dis contribuer, il y a pas encore de menu? Non, il n'y a pas encore de menu, ça se passe par contact Discord et ensuite c'est un fichier de traduction qui est un Google C'est Sheet, que en en gros, tu ligne, ouais. fournis à la personne qui propose. Je fournis l'accès et voilà et ensuite on intègre les traductions. Pour l'instant, on n'a pas encore j'aimerais à terme avoir un outil de traduction intégré, très intelligent, mais c'est clairement pas la priorité numéro un là aujourd'hui pour le développement de Game Park, mais ça viendra. Est-ce que tu as des problématiques, c'est pareil, je pense aux développeurs, de navigateur, parce que moi je suis sur Firefox là, ou est-ce que globalement ça se passe bien? Je sais qu'à une époque, il fallait changer le code HTML presque. Oui, effectivement. Alors, la bête noire de tous les développeurs, hein, il y a quelques années, c'était surtout Internet Explorer. Ils se Ouais, sont vraiment améliorés, hein. On ne supporte pas les anciennes versions des navigateurs, hein. On peut pas jouer avec un vieil Internet Explorer, hein, sur Game Park. Sur les jeux qu'on a codés, les 10 jeux qu'on a codés jusque-là, on a eu régulièrement des problèmes avec Safari. d'accord. Maintenant, ça devient de plus en plus rare et surtout, bah, le nouveau moteur technique va avoir pour but aussi de régler ces problèmes-là, et que le développeur n'ait pas, de problème à chaque fois. Donc finalement, l'expérience qu'on propose aujourd'hui aux développeurs, c'est une expérience, où ces problématiques-là sont complètement transparentes pour lui. Oui, puis je suppose que si jamais j'ai un bug, là j'ai mis la page Wikipédia de Safari, mais si j'ai un problème sur Safari, que tu identifies justement par exemple, si on reprend notre exemple d'expédition, que là, pour une raison X ou Y, les flèches se retrouvent à droite, bah tu corriges entre guillemets ton moteur, si ça vient bien du moteur, et en fait tous les jeux n'auront plus cette problématique-là. On aura beaucoup moins de risques d'avoir des problèmes de compatibilité de navigateur puisque, beaucoup de choses seront traitées déjà par l'outil. En fait, l'outil, c'est, à la base, la première version du framework Game Park se chargeait beaucoup des problématiques d'ordre vraiment technique et la nouvelle Ouais. expérience, l'enrichissement qu'on a fait là, il s'occupe beaucoup de toute la palette d'outils pour l'expérience graphique finalement. Même s'il y a aussi des améliorations côté modélisation et écriture des règles du jeu. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, mais on a, en gros, avant, on avait, toute liberté pour décrire ce que c'était que l'état d'une partie et les coups qu'on pouvait jouer et globalement, maintenant, on Mhm. met le développeur sur des rails, on suit un certain modèle et grâce à ce modèle-là, l'expérience graphique que tu peux voir là, est très, très simplifiée. Juste parce que moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup Board Game Arena comme un peu plein de monde. C'est vrai que c'est pas parce que je t'interview, mais il y a un gap hein, de qualité d'interface entre Board Game Arena et Game Park. Pour les jeux, même Lucky Number et Son Forward, il y a. Je veux dire, c'est le jour et la nuit, mais il y a vraiment des choses. Pour moi, j'ai vu le cap. Hein. Je te remercie, j'ai eu beaucoup de retours dans ce sens-là, hein, moi, ça me rassure aussi d'entendre ces retours-là parce que j'étais convaincu qu'on pouvait faire mieux. J'ai pas quitté j'ai en fait, Board Game Arena, j'aurais bien aimé rejoindre, pas m'embêter avec tout Oui, t'es l'administratif de pas la fâché création entre d'une guillemets boîte, avec eux, quoi. mais j'ai vraiment pas quitté juste par caprice technique, hein. La technique, c'est bien, mais je voulais faire de cette façon-là parce que je savais que ça allait débloquer beaucoup de possibilités d'expérience et d'ergonomie. J'ai une petite question. T'as parlé à un moment de tour par tour. Oui, C'est pas encore en place, ça? non, non, c'est pas encore en place. Ok. Alors, pour expliquer, le développement de Game Park, là, on a beaucoup parlé du développement des jeux et du moteur technique qui Ouais. permet de supporter les jeux. Ben, il y a une autre cheville, au développement de Game Park, c'est les fonctionnalités transverses.
C'est toute la présentation des jeux sur le site internet, c'est les modes de jeu, les tournois, c'est on voudrait bien ajouter des succès, c'est toutes Ouais, les mettre pages du des site amis. et Ouais. bah, tout ça, c'est aussi des fonctionnalités qu'on va ajouter petit à petit. Là, on se concentre sur le nouveau moteur technique et rajouter plus de jeux pour avoir plus de contenu. Mais le contenu, c'est aussi les fonctionnalités transverses au jeu et on a, bah, plein d'idées, beaucoup d'ambition et évidemment, un temps limité donc on doit faire des choix, des priorisations et le tour par tour, ça fait partie des fonctionnalités qui sont très prioritaires aujourd'hui maintenant sur le développement de Gameplay. Proposer une expérience de jeu tour par tour, oui. Donc vous êtes, on va dire, 2 développeurs Oui. principaux et tu fais appel à des développeurs freelance, je crois? Tu en parlais un peu, c'est toujours Oui, d'actualité là c'est toujours dans, d'actualité. Alors même un développeur qui n'est pas freelance, un stagiaire qui n'a pas créé de sa société peut contribuer au développement d'un jeu, peut faire le développement d'un jeu. et donc comment il fait? Il te contacte, directement? Il va sur GitHub, il crée son compte, c'est quoi Oui, le plus alors, simple? d'abord il me contacte parce qu'il faut d'abord qu'on décide, quel jeu il pourra adapter et cetera et ensuite, Là. bah, on signe un petit contrat qui dit qu'il aura le droit aussi à 15 des recettes du jeu. Ah cool! Tous les développeurs. Parce que, voilà, moi j'ai choisi un modèle qui était identique pour tous les jeux et pour tous les développeurs. C'est-à-dire que j'ai toujours 50 reversés à l'éditeur et 15 reversés aux développeurs. Voilà. Alors si l'éditeur et le développeur, veulent se faire un transfert de pourcentage, c'est aussi possible, hein, ça s'est fait, mais la base que je propose, c'est ça pour tous les jeux. Voilà. Après, par contre, pour pouvoir toucher les revenus, il faudra quand même créer une micro-entreprise à terme. Maintenant, c'est des revenus, bah, après ça dépend de l'audience de Game Park, du développement de Game Park. Je promets pas non plus, monts et merveilles, hein. C'est essentiellement aujourd'hui, je préfère prévenir, c'est essentiellement bénévole de coder un jeu, mais par principe, j'ai cette clé de répartition quand même pour tous les jeux et j'espère qu'à terme, ça sera intéressant pour tout le monde. Mmh. Imaginons un développeur actuellement qui va je dis n'importe quoi, hein, qui récupère 5 € par mois, mais que dans un an, ce que je te souhaite, c'est 1000 fois plus de revenus. En pourcentage, ça veut dire qu'il pourra imaginer récupérer beaucoup plus, puisqu'en fait, son jeu étant beaucoup utilisé, et en plus de, il va toucher Ça plus dans le dépend futur. purement et uniquement de l'audience du jeu. Maintenant, c'est vrai Oui, c'est ça. qu'une augmentation d'audience sur Game Park, ça contribue à une augmentation d'audience mécaniquement sur tous les jeux, hein. C'est la no Oui, parce qu'il y a voilà. 2 choses, il y a la notori aujourd'hui, on ne s'appuie que sur la notoriété du jeu. C'est-à-dire que si le jeu est connu, il va nous amener des joueurs. Si le jeu est connu et joué, il va nous amener des joueurs sur Game Park. On n'a pas encore de notoriété suffisante sur Game Park pour que Game Park apporte beaucoup de joueurs à un jeu qui sort. Malheureusement, c'est ce que je souhaite à Oui, terme. Maintenant, oui. sans langue de bois, aujourd'hui, quand un jeu sort sur Game Park, je vais avoir des joueurs qui vont aller tester le jeu, bien sûr, mais on va pas avoir un effet Un énorme pic, non tu plus vas pas avoir de pic, quoi. sur le jeu, pour le moment. Question de volume et d'audience. C'est pas le cas sur, Board Game Arena qui depuis en particulier depuis le covid, hein, et un petit peu déjà avant, arrivait à faire connaître des jeux juste parce que le jeu sortait sur Board Game Arena et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui Board Game Arena, ils ont très facilement beaucoup de licences. Bah oui, ça c'est vrai, hein, ça c'est vrai. Mais puis ils ont toute la com, ils sont plus gros entre guillemets aussi, Voilà, donc. mais c'est pour ça aussi que je le dis encore une fois très clairement, s'il n'y avait pas un gap de qualité dont moi j'étais convaincu, je me serais jamais lancé dans un projet concurrent. Oui, oui, bah, je suis d'accord avec toi. Voilà, mais à terme, c'est vrai que, je souhaite faire, la même chose forcément en termes de communauté et le nouveau moteur qui va nous permettre de coder beaucoup plus de jeux beaucoup plus vite va nous y aider. Oui, puis là, par exemple, bah, on l'a montré, mais il y a Expédition qui va sortir. Alors, entre guillemets, tu vas aussi surfer sur la vague de la communication de Super Meeple quand ils vont annoncer Oui, alors ça, c'est ce qu'on va l'arrivée faire du aussi jeu, maintenant voilà. quasi systématiquement. On va sortir les jeux simultanément à la En même sortie temps que le. physique. Dans la plupart des cas, on va essayer de faire ça, pour la plupart des futurs jeux qui vont sortir, faire des sorties simultanées. Et d'ailleurs, on va sortir, début septembre, un jeu aussi en sortie simultanée. Ce sera une petite surprise. Voilà, Ah, c'est déjà cool. signé, il sera développé, cet été et il sortira en boutique et sur Game Park simultanément, début septembre. Juste, je reviens sur mes développeurs. S'il faut connaître quoi? Node.js, JavaScript. En vrai, on peut apprendre à coder en codant un jeu pour Game Park. Forcément, ce sera plus long, C'est c'est plus plus de long, hein. travail, mais rien d'infaisable. La seule chose qu'il faut pour un développeur, c'est d'avoir un ordinateur pas trop vieux, même s'il n'y a pas non plus Ouais. besoin de une puissance dingue, hein, et un esprit logique.
et du Oui, temps. bah, l'algorithmie et puis tout ce qui Et va. du temps. Ça, c'est il y a juste besoin de ça. Maintenant, un développeur qui est déjà expérimenté, il sera pas dépaysé s'il connaît déjà TypeScript et React. C'est vraiment les 2 technologies quand on code un jeu qui sont au cœur du développement de chaque jeu. Mais, comme le moteur pré-mâche, beaucoup de choses, c'est des choses qu'on peut tout à fait apprendre, à la volée. C'est ça, React? React, voilà, React, c'est ça. C'est celui-là. Et puis, tu m'as dit Et TypeScript. TypeScript, c'est le langage, hein, finalement. React, on peut faire du React en utilisant JavaScript ou TypeScript. D'accord. Et nous, on utilise TypeScript. En gros, TypeScript, c'est du JavaScript typé. C'est-à-dire que quand on manipule, par exemple, des jetons, on sait que c'est des jetons, ils sont typés. Enfin, on a des variables où on connaît leur type. À chaque fois qu'on manipule quelque chose, on connaît son type et ça nous aide à ne pas produire des bugs involontairement. Ça aide beaucoup Du style à pas à mélanger des détecter jetons les ou à bugs, à afficher pas des jetons mélanger sous les forme de choux et les carte, quoi. carottes, voilà. Donc on a fait ce parti pris là, voilà. Donc TypeScript, c'est le langage et React, c'est, l'outil côté, interface graphique qui nous permet d'assembler et de gérer facilement et de construire facilement la page web, qui est composée de 3 choses, qui est composée du HTML, c'est le contenu de la page, le Ouais. CSS, c'est le style et le TypeScript ou le JavaScript qui est la logique qui rend la page, dynamique. React, c'est une technologie, très, très intéressante, pour assembler ces 3 choses sans s'arracher les cheveux. Impec. On arrive vers la fin de l'interview. Deux petites choses. Est-ce que tu pourras me mettre un slash méclar quelque part dans Game Park, mais secret, pour que je puisse tricher contre mes joueurs ou pas? Il y a moyen de Attends, négocier, laisse-moi hein, toi, un truc. réfléchir. Non. Tu veux pas m'aider, quoi. C'est pas Non, simple. par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais, t'informer en avant-première quand sortent les jeux en bêta cachée. Si ça t'intéresse de Ouais. tester des jeux qui sont encore Ah un petit oui. peu buggés parfois. Ah oui. Ah oui, oui, au contraire. Oui, puis après, oui, alors, après, faut rejoindre ton Discord, c'est ça? Pour rejoindre le Discord, alors en fait, on fait toujours en 3 vagues, hein. On a d'abord la bêta cachée, où globalement on teste, Ouais. avec, l'éditeur et des gens proches, parce que là, le jeu potentiellement, il a encore des bugs. S'il y a des bugs, parfois on efface les Ah bah parties oui, et oui. parce qu'elles ne seraient pas compatibles avec la correction du bug. Donc voilà, c'est pour ça que c'est une bêta cachée, c'est parce que, bah, c'est pas une expérience très très c'est pas la meilleure expérience et c'est pas ce qu'on veut montrer à tout le monde, hein. Oui, puis là, même là, en fait, le lien que tu m'as envoyé, donc là, on est sur une bêta Oui, cachée. Au moment où on enregistre, on est sur une bêta cachée d'expédition. oui. Et donc, tu m'as dit qu'il y avait encore des animations qui apparaissaient Et pas. voilà, après la bêta cachée, bah, des fois, il manque des animations ou souvent il va manquer le tutoriel, les sons Oui, aussi parce que là, tu n'as pas de son, mais on souhaite ajouter des sons sur tous les jeux, sur la future expérience. d'accord. Donc la bêta publique, ça va être un jeu qui, en termes de règles, on est quand même assez confiant sur le fait que, tout se passe bien, même si on va toujours retrouver sur des jeux complexes des cas particuliers qui ont été oubliés, hein, ça C'est normal. et par contre, voilà, ça va être souvent, il manque encore le tutoriel. On aime bien commencer vraiment rendre le jeu public une fois qu'on a le tutoriel et aussi une fois qu'on sait qu'il y a vraiment plus de bugs, quand on passe le jeu en quand le jeu est en bêta public, on ne peut jouer qu'en mode amical, mais le mode amical est disponible pour tout le monde, non abonnés compris. Oui, en fait, tu l'ouvres. Voilà, mais par contre, le mode compétitif n'est pas disponible encore parce que, on estime que c'est frustrant pour les joueurs d'être pénalisés sur un classement compétitif par un bug Oui. lors de la bêta et donc quand on va rendre le jeu vraiment public et officiel, à ce moment-là, il va intégrer le cycle vraiment classique, de tous les jeux, avec le mode compétitif ouvert à tous. Eh ben super. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Parce que moi, j'ai plus de questions. Des choses qu'on n'a pas parlé et que tu as envie de parler. Je suis désolé de te prendre autant de temps, mais je pensais pas que ça allait être aussi long. Non, non, mais en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Game Park, hein, je me doute que quand on voit juste le site comme ça, on se doute pas de tout ce qui est en ébullition sous la surface. Moi, j'aime beaucoup, parler de tout ça. On est rentré un petit peu dans certains détails techniques parfois, j'espère malgré tout que que l'interview sera écoutée Ouais, et bah, je que, pense. les Après, gens trouveront de ça manière, intéressant. l'idée pour, je vais dire, c'est assez égoïste, mais c'est aussi moi qui est curieux. Donc, je me suis dit, bah, plutôt que de te poser des questions ou d'échanger, bah, autant enregistrer et puis faire profiter d'autres. Non, mais c'est parfait, puis ça vient très bien, tu vois? Tu m'aurais contacté il y a quelques mois, on était encore, dans l'idée, on va
va enrichir le moteur pour résoudre les problèmes qu'on a détectés l'année passée, hein. Là, on arrive à un stade où c'est du solide, c'est du concret, ça arrive maintenant Eh ben, c'est et parfait. donc ça tombe très bien. Eh bien voilà, c'était le site internet Game Park avec l'interview de Romain, un exemple des coulisses du monde des jeux société. Et si ce n'est pas déjà fait, allez vous inscrire sur Game Park. Moi, il faut que je prenne mon abonnement parce que c'est pas fait, c'est pas bien. Et ça permettra de t'aider un peu modestement à faire avancer la plateforme. De nous soutenir, c'est très gentil, oui. Et puis je te remercie Romain. C'est moi qui te remercie.